On va voir quelques détails supplémentaires sur NEDB. NEDB, c'est un document database. Contrairement aux bases de données relationnelles, on n'a pas plusieurs tables. On peut pas faire de inner join entre deux tables. Nos objets sont sauvegardés tels quels dans un fichier. NEDB utilise un fichier JSON, donc la nomenclature de notre objet est carrément sauvegardée dans le fichier. L'API NEDB est 100% compatible avec Mongo. C'est un petit subset de l'API Mongo. Si jamais vous venez qu'à migrer votre application vers Mongo, vous n'allez pas avoir à réécrire beaucoup de code. Une base de données document de la sorte, c'est très rapide et simple à utiliser. Donc comme on avait une application native sur le desktop, je ne voulais pas installer un gros système de base de données seulement pour conserver quelques documents. Je vous conseille de regarder la documentation sur le site du projet GitHub. Maintenant, on va voir comment installer l'application. On lance un npm install NEDB. Pour instancier une base de données, c'est simple, on a besoin d'un data store et ce data store-là, on vient lui dire « Voici ton fichier où sauvegarder tes données ». À ce moment-là, on peut utiliser DB pour faire des requêtes. Pour insérer un document, on peut se déclarer un document standard JavaScript, qui est un objet JSON, et on fait db.insert. NEDB va sauvegarder une copie de notre document à la suite du fichier de la base de données. Pour faire une mise à jour, on fait juste db.update. On lui dit le ID à aller mettre à jour. Et on lui donne le document à mettre à jour. Il fait comme une récupération du document et après il va aller mettre à jour les propriétés. Voici comment trouver un document avec la fonction findOne. On lui donne le ID, il va nous retrouver le document dans notre fichier. Et si on veut une liste de produits qui aurait un champ quantity on hand plus petit ou égal à 1, alors on utilise le tag spécial signe de $LTE. Ça va nous retourner tous les produits qui ont un item ou moins en inventaire. On va regarder où en est notre application. Si je la démarre, voici ce qu'on a. On a notre dashboard. Et on peut aller dans l'inventaire. J'ai ajouté quelques produits déjà. Cette fonctionnalité-là est terminée. On peut éditer un produit en cliquant sur éditer. Si je change le nom et que je clique sur sauvegarder, ça va sauvegarder dans la base de données. Maintenant, on peut ajouter des produits. Il y a quelque chose que j'aimerais rajouter comme fonctionnalité, par exemple. Si on clique sur le bouton nouveau produit, j'aimerais que le focus se mette directement dans le nom du produit. Donc pour faire ça, on va créer une directive qu'on va pouvoir réutiliser dans d'autres contrôleurs pour contrôler le focus. On se rappelle que dans nos contrôleurs, on n'est pas censé écrire du code qui touche au DOM directement. Donc il faut passer par des directives pour aller manipuler notre HTML. Donc on va commencer par se déclarer une directive qu'on va nommer Focus On. Ici, le nom est très important. On ne peut pas utiliser notre namespace. Il va falloir écrire ça dans notre HTML de façon compréhensible par AngularJS. On va voir ça plus tard. Donc, on se déclare ici une fonction qui va être retournée, qui accepte le scope, l'élément et l'attribut en paramètre. Le scope est partagé avec le même scope que notre contrôleur, qui va utiliser cette directive-là. Donc ici, ce qu'on vient de dire, c'est écoute l'événement Focus On. Et si jamais le nom qui va être passé en paramètre est le même que celui que tu as dans ton attribut HTML, viens mettre cet élément-là en focus. Donc ça va faire plus de sens quand on va voir la déclaration HTML dans quelques minutes. Là, on va se déclarer un factory pour pouvoir appeler ou en fait broadcaster un événement Focus On à travers les directives. Ici, on se déclare un factory comme standard avec notre namespace posjs.focus et lui va accepter un root scope et un timeout. Donc, on a besoin de passer ça à notre fonction. Donc, si je me retourne ici une fonction qui va accepter
le nom de l'élément à mettre en focus. Et dans un timeout AngularJS, on va venir broadcaster à partir de notre root scope. Donc, root scope.broadcast avec des signes de $, va nous permettre de broadcaster un événement à travers toutes les directives. Donc, notre directive, elle écoute avec le scope.on les événements qui passent, et si elle a un match avec l'attribut en cours, elle va mettre l'élément focus. Donc, dans notre contrôleur, on va venir ajouter une dépendance à notre nouveau service focus pour pouvoir broadcaster l'événement quand on en a besoin. Ce service-là va être réutilisable à travers tous nos autres contrôleurs. Donc, à chaque fois qu'on a besoin de mettre un élément HTML en focus, on a juste à rajouter ça dans notre liste de dépendances et à appeler notre fonction focus. Donc ici, on va venir ajouter à nos paramètres de la fonction notre objet focus, qui est en fait une fonction. Donc si on appelle ici focus avec le nom product name, qu'on va aller mettre dans la HTML immédiatement. Donc ici, on est dans l'événement clic du bouton et on appelle focus. Dans notre HTML, on va trouver l'endroit où le input se trouve, celui qu'on veut mettre le focus dessus, et on va y dire data-focus-on. Donc c'est ici que je parlais tantôt. Le focus on, qui est notre nom de directive, AngularJS le comprend en étant focus-on. Donc chaque mot, c'est un camel case, donc il démarre en mode minuscule et chaque majuscule doit être précédé d'un trait d'union quand on le mentionne en HTML. Ici, j'ai une petite erreur. Ça nous permet de voir un peu le call stack de AngularJS. Donc, j'avais oublié de fermer mon crochet. On réessaie. Cette fois-ci, si je clique sur Nouveau produit, non, j'ai toujours pas mon focus, il doit y avoir une autre erreur. Donc ce call stack-là d'AngularJS est très intéressant. Pour le débogage, c'est difficile de faire mieux. Là, il m'a dit que l'objet scope n'a pas de méthode ou de fonction on, donc j'ai oublié ici de mettre un signe de $. Il semblerait que j'ai encore une erreur, sauf que cette fois-ci, j'ai pas de stack trace. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Alors voilà, je crois que j'ai trouvé ici. J'avais oublié de lui dire l'attribut focus on. Donc maintenant, si on réessaie, on clique sur le bouton et ça fonctionne. Maintenant, on va voir où est rendue l'application. Ça va très bien. Le développement se déroule comme prévu. Maintenant, si je crée une nouvelle facture, je peux rentrer un code. Ça va chercher l'item dans la base de données. Mais les montants ne sont pas calculés. Donc, on va se créer un petit service qui va nous permettre de calculer les totaux sur la facture. Je vais venir déclarer ce service-là à l'intérieur de ma classe modèle. Ce service-là va avoir quelques dépendances, dont une à posjs.settings, qui se trouve à être les options du magasin, de la boutique. J'ai posjs, j'ai notre product service pour avoir le calcul du prix d'un item. Donc, je vais retourner un objet avec plusieurs méthodes pour calculer différents totaux, comme le sous-total. Je vais recevoir la commande en paramètre. Donc, tous les items vont être dans notre propriété item de notre objet order.
Ici, j'utilise angular.forEach pour faire le tour des items, mais je vais seulement calculer le sous-total. On vient de voir la fonction prix qui est exactement le même principe. Donc à l'intérieur de Product Service, j'ai un service qui me retourne le calcul du prix. Donc s'il y a un rabais sur le prix, le rabais est calculé dans un autre service. Donc c'est pour ça que je suis capable de venir utiliser la fonction price à l'intérieur de mon service de calcul de la commande. Ici, je vais calculer si on met un rabais sur la commande. Donc, j'utilise notre méthode de sous-total qu'on a déclaré avant avec le mot-clé this. Donc, on est capable de dire this.subtotal. Et on est capable de venir calculer le discount. Je vais aller plus vite pour le reste des fonctions. Pour calculer les taxes, on va avoir besoin d'un sous-total réel, c'est-à-dire notre sous-total moins le discount. Donc, c'est comme une fonction rapide pour calculer les deux. Maintenant, nos deux fonctions de taxes qui vont être basées sur les options du magasin. Donc, comme on a reçu l'objet settings en paramètre, on est capable de venir se déclarer une nouvelle variable store qui, elle, va contenir les options du magasin. Dans notre cas ici, le taux de taxe numéro 1 va être calculé au sous-total. Ici, on peut voir l'objet settings en question. Donc, il y a le nom, l'adresse, le téléphone et les taux de taxe. Le taxe 2 va être un copier-coller identique de notre calcul de taxe 1. On vient changer les taux de taxe pour la deuxième taxe. On va avoir notre total qui va en fait calculer toutes nos sous-fonctions du haut. Et on va avoir le montant qu'on doit retourner au client. Donc, si le client nous donne 50$ et que sa facture était de 45$, on va afficher que le magasin doit 5$ au client. Donc, notre service est terminé. On va maintenant voir comment on peut aller l'utiliser dans notre contrôleur. Il va falloir ajouter une dépendance à notre nouveau service. Je vais venir ajouter une dépendance à POSJS.OrderCalculator. C'est le nom de notre service. On doit le rajouter dans les paramètres de notre contrôleur. Et là, je vais venir déclarer une fonction dans notre scope pour chaque fonction de notre service de calcul. Donc le sous-total, OrderCalculator.subtotal, et ainsi de suite pour toutes les autres sous-fonctions. Ça va nous permettre d'être capable d'appeler ces fonctions-là directement dans nos views en passant par scope.sous-total. On va se rappeler aussi que chaque fonction de notre calculateur recevait en paramètre la commande en question, donc tous les items qui étaient actuellement sur la commande. Donc on va voir ça dans quelques secondes, comment utiliser les fonctions dans notre view. Pour l'instant, le contrôleur est terminé. Si on se dirige du côté de la view, je vais remplacer le to-do par subtotal. Donc on se rappelle que subtotal est attaché à scope, qui lui appelle notre calculateur de notre service. Et on lui passe le order en paramètre. Le order qui est aussi attaché au scope. Donc, il comprend quoi faire avec ça. Ici, on va venir appeler chacune de nos fonctions en lui passant le filtre currency. Nos champs vont être affichés de façon monétaire. Maintenant, le total et le montant qu'on retourne au client.
Tout ça devrait compléter, donc ça devrait fonctionner comme tantôt. Si j'ajoute un produit à notre facture, les fonctions sont appelées et les totaux sont calculés. Même chose si j'ajoute un montant, le retour est calculé également.